Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette session d'information de la mi-journée. 14 octobre 2015, 14 octobre 2019, hier, ça fait exactement 4 ans qu'est mort le président Mathieu Kérékou, ce grand homme d'État qui a dirigé le Bénin pendant au moins 28 ans et qui a été l'auteur de la Conférence nationale des forces vives de la nation de 1990, a fait passer le Bénin à la démocratie. Un grand homme dont les souvenirs restent inoubliables pour les citoyens béninois qui l'ont aimé et côtoyé. Je vous propose de suivre ici un élément récapitulatif de son parcours. Il est signé Marouf Fabiola Boussari et Jean-Marie Kédolou. C'est à l'âge de 82 ans que le président Kérékou a tiré sa révérence. Arrivé au pouvoir en 1972, il a dirigé le Bénin jusqu'en 2006 avec une interruption de 5 ans entre 1991 et 1996. Un mois après sa prise de pouvoir en 1972, il dévoile son ambition à travers un discours-programme national et d'indépendance nationale. La caractéristique fondamentale et la source première de l'arriération de notre pays est la domination étrangère. Ce discours-là, il dit que c'est un document historique. Il est beau et bon. 2 ans plus tard, 1974, plus exactement le 30 novembre, Mathieu Kérékou proclame le discours d'orientation nationale qui fait l'option de la philosophie marxiste-léniniste comme mode de gouvernance. La seule voie de développement historiquement juste pour le peuple dahoméen est la voie socialiste de développement. Ce n'était pas du marxisme. Il n'était pas un marxiste-léniniste. Il n'était pas marxiste, je le dis. C'est théâtral. C'est théâtral ce que Mathieu Kérékou faisait. Le régime est un régime militaire et non marxiste-léniniste. C'est pour ça que les gens disent militaro-marxiste et que j'accepte le terme. Le 30 novembre 1975, le président Kérékou procède au changement du nom Dahomey. La République populaire du Bénin naît avec l'instauration d'un parti unique, le PRPB. Le drapeau devient vert frappé d'une étoile rouge. Le combat que nous menons est juste. Nous sacrifierons pour que tu vives, République populaire du Bénin. En 1989, suite à la crise financière et économique qui secouait le pays, le général convoque une conférence nationale des forces vives. Les assises se sont tenues du 19 au 28 février 1990. La conférence nationale a fait passer le pays du régime marxiste-léniniste à une réelle démocratie. Les gens n'avaient pas confiance. Et ils se demandaient est-ce que ça ira jusqu'au bout. D'où le principe de souveraineté qui a été proclamé. Mais je le dis, ce n'est pas parce qu'ils ont proclamé souveraineté que ça a marché. Non, c'est parce que Kérékou était engagé à ce changement. C'était merveilleux ce que nous avions fait en ce moment-là. Kérékou perd le pouvoir en 1991. Il revient sur le devant de la scène en 1996 en remportant la présidentielle. Depuis la fin de son mandat en 2006, il s'est toujours gardé de s'immiscer dans la gestion au quotidien du pays. Le mercredi 14 octobre 2015, il s'éteint à 13h30 après une pluie torrentielle. Cher général, votre carrière militaire fait de vous une légende qui restera gravée dans la mémoire de tous soldats en particulier et de tous Béninois en général. Si le président Kérékou n'existait pas, il fallait l'inventer. Il nous a montré la voie de la paix. Il nous a légué l'héritage de la bonne gouvernance. Et je crois que vraiment, pour nous, le président Kérékou n'est pas mort. Le général président était avant tout un soldat, un ancien enfant de troupe, un militaire adulé par sa troupe. Il est né en 1933 ici à Kouafa. Dans l'esprit des Béninois, tout comme dans les livres d'histoire, le nom Kérékou est synonyme de la démocratie, l'homme ayant présidé la première transition réussie. Et puis aujourd'hui, 15 octobre, c'est la date de souvenir de la disparition de l'ancien président burkinabé Thomas Sankara. 32 ans après la mort de cet homme, il continue de gagner les cœurs des Africains, surtout dans le rang de la jeunesse. Roméo Aïssegbe est un jeune panafricaniste, sankariste. Il nous fait part, à travers une interview, l'héritage qu'a laissé ce grand homme d'État. On l'écoute. Le personnage est devenu de plus en plus difficile à présenter parce que connu de tous. Sinon, Thomas Sankara, Noël Isidore Thomas Sankara est un Africain d'origine burkinabé, à Haute-Volta en temps qu'il a baptisé burkinabé.
qui, après avoir participé d'une manière ou d'une autre à la vie politique de son pays, n'a pas toujours vu les choses comme il aurait souhaité. Et donc par le biais d'un coup d'État, il a pris le pouvoir des mains de ceux qu'il estimait ne pas prendre les choses normalement. Et sachez que dans ce contexte où il avait fait le coup d'État, c'était un coup d'État souhaité du peuple, non ensanglanté bien sûr. Alors, ce monsieur ayant gardé le Burkina Faso pendant 4 années de rigueur, fut froidement trahi, assassiné le 15 octobre 1987, où toute l'humanité s'est vue, je dirais, dépossédée d'un visionnaire. Et l'Afrique en particulier, qui s'est retrouvée dans un schéma d'orphelinat qui, jusqu'à aujourd'hui, a montré que l'homme, à travers ses imaginations, à travers ses actions, à travers sa vision politique pour l'humanité tout entière, mais en particulier pour l'émergence et le développement de l'Afrique, est une grande perte qui est arrivée à l'Afrique. Donc présenter Thomas Sankara en un mot, c'est qu'il a un patrimoine mondial, un héritage politique et idéologique que l'humanité aurait voulu avoir vivant et dont on aurait pu tirer beaucoup de choses et éviter des erreurs que nous vivons encore aujourd'hui. Sa politique qu'il avait mise en place, son schéma un peu de relèvement de la classe prolétaire avait un tant soit peu contaminé toutes les gouvernances. Et n'oubliez pas, si je prends le cas du Bénin, nous étions aussi dans une période révolutionnaire où le général, paix à son âme, le général Mathieu Kérékou était au pouvoir, arrivé aussi par un coup d'État, où il y avait une synergie et donc idéologiquement parlant, Thomas Sankara a marqué toute l'humanité. Ce que nous retenons aujourd'hui, c'est qu'il est celui qui a imprimé ce que d'autres peuvent appeler la politique libérale aujourd'hui. Parce que, étant au pouvoir, il a inculqué à la population, aux citoyens lambda, de contribuer au développement de leur localité, de contribuer même aux services qu'on peut imputer à l'État, de le faire, construire des hôpitaux, construire des résidences pour des enseignants, participer à faire des jardins et contribuer à agir malgré, je dirais, ce qui nous impose la nature. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la pluviométrie par rapport au Bénin, au Burkina Faso, n'était pas la même chose. Et pourtant, il a fait de l'agriculture quelque chose d'émergent. D'une certaine manière, l'homme a marqué son temps et vouloir être comme Sankara, c'est aspirer à diriger un pays où tous les citoyens puissent se sentir concernés et être heureux d'être gouvernés. Voilà un peu. Ce journal se poursuit. Le président béninois est annoncé en Russie. Patrice Talon se rendra au premier sommet Russie-Afrique du 23 au 24 octobre 2019. L'information a été rendue publique hier lundi. Isaac Adier. La Russie organisera la première édition du sommet Russie-Afrique les 23 et 24 octobre prochains. C'est la ville de Sochi qui accueille cet événement historique. L'annonce a été faite au Kremlin, un sommet Russie-Afrique pour rechercher les meilleurs moyens de renforcer la coopération bilatérale entre les deux parties. Sont attendus à ce rendez-vous des chefs d'État et de gouvernement africains ainsi que des chefs d'entreprise russes et africains. Moscou veut réinventer sa coopération avec les pays africains et le Bénin sera à ce rendez-vous historique à Sochi. Une délégation béninoise conduite par le président Patrice Talon prendra part à ces assises. L'information a été confirmée dans la matinée de ce lundi 14 octobre à Cotonou par l'ambassadeur de la Fédération de Russie au Bénin. À l'instar de ses pairs, Patrice Talon va prononcer un discours à l'ouverture de ce sommet le 23 octobre. Selon l'ambassadeur de la Fédération de Russie en République du Bénin, le président béninois délivrera son message après les interventions du président russe, de l'Égypte, de l'Angola et de l'Algérie. Les relations russo-béninoises ont une longue histoire. Elles remontent de la présidence du regretté mémoire général Mathieu Kérékou qui, lors d'une visite officielle à Moscou en 1986, a signé la déclaration d'amitié et de coopération entre les deux pays. Plusieurs jeunes béninois et de l'Afrique en général continuent de bénéficier des bourses de formation dans les universités russes.
À en croire Igor Evdokimov, environ 3000 Africains ont fait la demande d'étudier en Russie cette année. Ce sommet traitera notamment du développement des liens unissant la Russie et le continent africain dans les domaines politiques, économiques ainsi que culturels et devra constituer une plateforme de débat autour des différents défis actuels dans le monde et la recherche des moyens de renforcer la stabilité régionale. Merci à vous, Isaac Adji. Ce week-end, une des femmes leaders du bloc républicain était sur les plateaux de ETélé. En 90 minutes, professeur Judith Glidia a passé en revue plusieurs points des résolutions issues du dialogue politique national. Elle est entre autres revenue sur l'équité dans la répartition des sièges par circonscription électorale et la représentativité des femmes dans la classe politique nationale. Isaac Adji, toujours pour le reportage. L'actualité politique ce week-end a été plus axée sur le dialogue politique. Invité de Gilles Christ-Chidi sur l'émission L'Entretien du dimanche, professeur Judith Glidia, membre fondateur du parti Bloc républicain, est revenu au cours de l'émission sur la nécessité de faire l'équité dans la répartition des sièges au niveau des circonscriptions électorales. Ce qui a été retenu et qui relève donc de la recherche de l'équité, une partie, parce que dans la recherche de l'équité, il y a deux préoccupations. La première liée aux femmes, on va revenir là, et la deuxième liée au territoire. Donc, dans ce sens, vous reconnaissez avec moi que normalement, on devrait tenir compte de la densité de la population, donc des données démographiques pour définir le nombre. C'est ce qui a été fait à la base, mais on l'a maintenu dans le temps. On a pris juste l'exemple de Calavi. Vous savez que c'est la cité dortoir et que ça augmente de façon un peu fulgurante, mais on n'a que 4 députés pour la 6e, puisque Calavi est dans la 6e. Et qu'à Cotonou, par exemple, on a 5 députés pour 5 sièges. Et donc, il a été retenu en termes d'équité que sur toute l'étendue du territoire, qu'on regarde la taille en se référant au recensement général de la population, au dernier recensement, pour définir le nombre de sièges à chaque fois. Un autre sujet politique qui a retenu l'attention des délégués au dialogue politique est la meilleure représentativité des femmes sur l'échiquier politique. Une discrimination positive à laquelle tous les partis politiques semblent accorder leur violon. Il y a des stéréotypes qui sont liés à la culture, à la sociologie de notre pays, mais qui ont évolué. La preuve, aujourd'hui, on en parle avec force. Et je me rappelle que la dernière fois, c'est parce que, bon, on avait peur de toucher à notre constitution fétiche. Donc, il faut mieux positionner les femmes. Je crois qu'aujourd'hui, ce n'est plus comme avant. Ce n'est du tout plus comme avant. Les choses ont vraiment évolué et je suis sûr que si on positionne les femmes aujourd'hui, ça ne choquera pas, ça ne posera aucun problème. Et du moment où c'est retenu et qu'on communique là-dessus, il faut ce nombre de femmes, la population ne va pas résister à ça. Parce que tout le monde aime bien les mamans, les sœurs, les épouses, etc. Je sais qu'il n'y a pas de problème par rapport à cela. Plusieurs autres sujets d'importance capitale qui touchent la vie des partis politiques ont été abordés au cours de cette émission. Et toujours sur les antennes de ETélé, Alain Adiou, délégué du parti Foscori pour le développement du Bénin, était dans l'entretien du dimanche. Il a aussi fait part des avancées politiques au thème de ce dialogue politique. Reportage. La Foscori pour le développement du Bénin, FCDB, fait partie des 8 partis qui ont répondu présents au dialogue politique initié par le chef de l'État, Patrice Talon. Un dialogue politique qui a livré ses conclusions après 112 heures d'échanges. Des échanges qui, selon Alain Adiou, étaient une nécessité. Il fallait être là le 10, puis le 11, et enfin le 12, dans cette salle bleue, qui me rappelle fort heureusement et fort curieusement, il y a 30 ans, la conférence nationale. J'étais jeune, le plus jeune de la délégation de l'Église catholique. Et quand je préparais cette assise du dialogue politique, je me suis rappelé que nous étions 4. Le premier jour, c'était très tendu. Parce que justement, nous marchions sur les œufs. On se connaît tous, ou à 90%, 98%. Nous connaissions les acteurs qui étaient là hier, qui s'est retrouvé de ce côté aujourd'hui, etc., etc. Donc, c'était une ambiance d'abord de grande amitié. On s'est salué avec la plus grande déférence, la plus grande amitié les uns les autres. Mais on se disait,
Chacun avec le poste qu'il occupe aujourd'hui, la place qui est la sienne aujourd'hui, qu'est-ce que ça va donner? Au cœur de ce dialogue politique, plusieurs sujets en l'occurrence, l'article 42 du nouveau code électoral qui, dans un passé récent, suscitait moult débats. C'était tout nouveau. Le péché de la mise en application, c'était la brutalité avec. C'était intervenu à un moment où personne n'avait vraiment bien compris la chose. À la limite, les députés eux-mêmes ne s'attendaient pas à autant de difficultés. De pression. De pression. Ils se sont taillés quelque chose qu'ils n'avaient pas apprécié, dont ils n'avaient pas apprécié l'ampleur. Le quitus fiscal, oui. On a retenu de garder le quitus fiscal parce que c'est une bonne chose. Mais on a déploré les conditions dans lesquelles ça a été établi et distribué. Le dialogue politique est désormais fini, mais beaucoup se demandent la suite du processus. Dans un premier temps, ce rapport fera l'objet d'une analyse. Le rapport sera lu, disséqué, et des points seront davantage détaillés, d'autres probablement regroupés. Et les instances qui doivent réfléchir quant à la suite se mettront au travail. Les regards des participants à ce dialogue politique et de tous les Béninois sont tournés vers le chef de l'État afin qu'il insuffle une nouvelle dynamique à la classe politique. Autre élément dans ce journal, le gouvernement béninois, à travers le ministère du cadre de vie, s'échine à garantir aux citoyens un cadre de vie sain. Mais nous constatons tristement que la population ne prend pas soin de ces ouvrages qui deviennent des dépotoirs d'ordures ménagères. Suivons le reportage de Mathilde Sabi, Larissa Dosovo et Prudence Forgouté à cet effet. Il y a environ un mois, le ministre du cadre de vie et son homologue de la décentralisation sont descendus dans quelques lieux publics. Le constat fait état d'une insalubrité notoire. Sincèrement, c'est une situation que nous déplorons, mais malheureusement, il est très difficile d'identifier, de dire telle ou telle personne déverse, d'autant plus que c'est au lendemain que nous constatons généralement ces déchets sur ces espaces que vous constatez avec nous. Normalement, c'est tard la nuit, parce que dans la journée, ils ne peuvent pas le faire, ils auront peur. Donc, c'est tard la nuit et que nous constatons aussi le déversement de ces déchets sur les TPC. Alors, il faut remarquer, il faut le dire, qu'il y a une défaillance au niveau des structures chargées de collecte des ordures ménagères. C'est ça qui fait que les ménages ne pouvant pas supporter les déchets, les odeurs de ce qu'ils produisent et essayent la nuit, tard la nuit, d'aller les déverser. Pour les riverains, il est temps de passer aux mesures répressives. C'est à ce seul prix que les indélicats qui n'ont aucun respect du bien public prendraient conscience. Nous avons ici des poubelles que nous entretenons et les éboueurs viennent collecter à la fin de la journée. Que l'État sanctionne les contrevenants, c'est notre souhait. Ce sont les vendeurs de Dantokpa qui viennent jeter les ordures ici. Nous remercions le chef quartier pour le travail qu'il abat afin que l'environnement soit propre. Vivre dans un cadre sain et attrayant, c'est l'affaire de tous. Il revient donc à chaque citoyen de préserver son environnement immédiat pour des villes beaucoup plus rayonnantes. Vous le saviez très bien, le dimanche dernier, les écureuils du Bénin ont livré un match amical contre les Chipolo Polo de la Zambie. Un match qui s'est soldé par un score de 2 buts partout. Au thème de ce match amical, les supporters béninois promettent toujours un soutien indéfectible en dépit du pénalty manqué par le capitaine Stéphane Cesséon. Quelques-uns se sont prononcés au micro de nos reporters. Suivez leurs propos. J'ai toujours confiance à mes joueurs. Le Bénin d'aujourd'hui n'est plus un Bénin d'alors. Le Bénin d'aujourd'hui en football est grand. Notre capitaine est dessus, mais quand même on a essayé de se retrouver quand même. Les écureuils du Bénin
Ils ont bien joué en fait, mais ça reste seulement que la chance qui nous accompagne. Mais ils ont bien joué quand même, on doit les féliciter. C'est le Bénin qui gagne toujours. Inch'Allah, de l'avant, c'est comme nous allons évoluer de cela. Plus que ça, Inch'Allah. Je remercie aussi tous les joueurs et tous les supporters aussi. Nous sommes fiers parce qu'on avait déjà désespéré, mais à la fin, le joueur Michael Poté nous a montré qu'il est un béninois. Et nous l'en croyons plus à évoluer, à persévérer plus. Et nous sommes derrière lui à le supporter. Le Bénin a fait un match nul, mais il y a beaucoup de choses encore à refaire sur notre attaque. Il faudra qu'il y ait une direction technique nationale pour détecter de vrais attaquants. Sinon, nous n'avons pas de problème. Et aujourd'hui, le changement de l'entraîneur, bon, c'est un peu approximatif par rapport à Salomon Junior. Vous voyez encore que nous avons un problème d'attaquants. On ne marque pas les buts autant qu'il faut. Franchement, je dis quand même merci à nos joueurs et rendez-vous pour les éliminatoires. Nous avons eu droit à un match plaisant. En gros, il faut retenir que les écureuils ont pu sauver leur match en fin de partie par l'égalisation du deuxième but par Michael Poté. Mais il faut dire quand même que dans le fond du jeu, nous avons toujours besoin d'un bon latéral droit. Aujourd'hui, nous en avons souffert du côté du numéro 2 béninois. Et surtout aussi, à pointe, nous avons besoin d'un leader au niveau de l'attaque. Un leader qui peut représenter valablement notre équipe quand les ballons vont quitter le milieu offensif. On en a besoin, mais globalement, nous saluons la bravoure des écureuils. Bravo guerriers. Pour ce match, vraiment, je trouve ça excellent parce que je ne m'y attendais pas à ça. Nous savons que le Zambie n'est pas un petit pays en matière de football, mais le Bénin a montré effectivement qu'ils ne sont pas aussi des petits en football. Le premier but qui a été marqué par le Zambie, je ne dirais pas que c'est la faute à notre portier Fallon, mais c'est un haut défenseur. Il y a un faux marquage au niveau de la défense, ce qui a fait le premier but. Mais je demande à nos joueurs de foncer plus que ça, de s'entraider pour que demain et la match à venir, on trouve des espoirs pour ça. Nous, on a quitté Agüe pour venir les supporter. Et on sera toujours derrière eux. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Toujours ce week-end, la Vitalo Ligue 1 de foot saison 2019-2020 s'est poursuivie avec les 7 dernières rencontres de la première journée de ce championnat. Le vice-champion en Béké Football Club a perdu un but contre 2 face aux champions en titre les Buffles du Borgou. Suivez les temps forts de ce début du Septentrion joué sur le stade de Kandié avec Dieudonné Babatonde et Boris Arissou. Béké Football Club en jaune et noir affronte les Buffles FC du Borgou, vêtus de leur traditionnel maillot pour le compte de la première journée de la Vitalor Ligue 1 du Bénin. C'est un gros match pour ce début de saison et le public du stade Sakakina Gézéré de Kandi n'a pas voulu se faire compter l'événement. Les deux formations ont mis la trêve à profit pour faire peau neuve avec le recrutement de jeunes joueurs talentueux béninois mais aussi étrangers. Dans ce derby du Septentrion qui oppose les protégés du président Francis Biyan à ceux du président Liadi Niansounou, les visiteurs n'ont pas tardé à ouvrir le score. Seulement 35 secondes après le premier coup de sifflet du juge central, les Buffles obtiennent un premier coup franc à l'entrée de la surface de réparation de Carlos. Friday Martins se charge de l'exécution de ce coup de pied et en fait un bijou. Un ballon déposé dans la lucarne gauche des buts de Béké. Carlos, malgré sa détente, n'a pu sauver cette occasion. Un but matinal, Béké piqué au vif, reprend le jeu et se crée de nombreuses occasions. Un effort continue dans la recherche du but égalisateur qui finit par payer à la 36e minute. Adosé Dossa 19, sur une merveille de centre, dépose le ballon sur la tête de Daouda Ouattara qui le catapulte au fond des filets de Shérif Dil Kapo. Béké a le contrôle du jeu mais sera surpris dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Friday Martins, buteur auparavant, se mue en passeur décisif sur cette frappe détournée de Moïse Tegaou à la 47e minute. En seconde partie, les jaunes et noirs de Béké tentent de revenir au score à l'image de ces nombreux ballons qui peinent à terminer leur course au fond des filets des Buffles.
2-1. Béké Football Club de Bebereke courbe l'échine mais aura tout de même montré de belles phases de jeu. Les Buffles, quant à eux, ont réussi leur première sortie dans ce championnat qui compte 30 journées. Une victoire historique pour les joueurs de la cité de Koubourou qui ont toujours du mal face à la vaillante équipe de Béké Football Club. C'est un match vraiment de haut niveau où tout va se jouer sur des détails. Et vous l'avez constaté avec moi. Et ça s'est joué sur des détails. Les deux équipes ont leur potentialité. Nous avons les nôtres, on a déployé, on a bien joué. Je ne peux pas dire aujourd'hui que même pour l'un de Béké ont mal joué, non. Mais c'est un match, c'est le début du championnat. Il faut, jusqu'à la 3e, 4e journée, on va prendre l'allure qu'il faut et glaner des points pour se replacer. Ce journal est fini, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programme sur la chaîne de l'Excellence. Allez, portez-vous bien.